Et sur Audi.fr. Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Grillet. Il a dit qui il était, qu'il se sentait investi d'une mission, qu'il dénonçait la politique d'Emmanuel Macron. Au tribunal correctionnel de Valence dans la Drôme, on jugeait cet après-midi en comparution immédiate Damien Tarel, l'auteur de la gifle sur Emmanuel Macron. Le procureur a souligné la détermination froide de Damien Tarel et son acte violent, parfaitement inadmissible. Le procureur a requis 18 mois de prison ferme avec interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Il a requis un mandat de dépôt à son encontre. Emmanuel Macron, lui, choisit aujourd'hui, pour en parler, de parler d'apaisement sur le sujet. D'abord, il faut relativiser et ne rien banaliser. Quand je dis relativiser, c'est pas grave de recevoir une gifle quand on va vers une foule et pour saluer, il y avait 3 dames qui étaient là, qui attendaient depuis très longtemps. Je pense que ça ne dit pas quelque chose de plus profond qu'un acte isolé, d'abord. Et il y a eu des moments de très forte tension dans notre pays, de violence, que j'ai eu à vivre comme président au moment de la crise des Gilets jaunes. La société n'est pas dans cet état-là aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas faire dire à cet acte autre chose qu'un acte isolé, du fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui, dans la société, peuvent être violents à un moment donné ou à un autre. Ensuite, la vraie violence, vous savez, c'est la violence que subissent les femmes qui meurent sous le coup de leur compagnon et de leur mari. Encore trop. C'est la violence que subissent celles et ceux qui rentrent chez eux, qui sont agressés. Ça, c'est la vraie violence, celle contre laquelle je veux qu'on continue de se battre, avec de l'autorité, de la force, mais aussi de l'éducation, parce que à la fin des fins, on doit tous vivre en société. Même ceux qui font le pire à un moment donné. Ils ont vocation à y revenir. Et on attend maintenant le jugement qui devrait être rendu dans la soirée. À propos des violences conjugales dont parlait à l'instant Emmanuel Macron, le ministère de la Justice a livré ses chiffres aujourd'hui. 96 personnes sont actuellement équipées de bracelets anti-rapprochement en France, sur 1 millier de disponibles, mais c'est 18 de plus que le 31 mai dernier, souligne Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Par ailleurs, un peu plus de 1300 téléphones graves danger ont été attribués sur un peu plus de 1800 disponibles. Ce chiffre sera porté à 3000 d'ici 2022. Thierry Dupin, lui, l'homme qui avait tiré sur son ex-compagne avant de s'enfuir dans la forêt en Dordogne fin mai, est en garde à vue depuis hier soir. Il avait été blessé lors de son interpellation par des tirs du GIGN. Hospitalisé à Bordeaux, il n'avait pu être interrogé depuis. Ni bradés, ni soumis, plusieurs milliers de psychologues ont défilé aujourd'hui en France dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation. Ils dénoncent le travail à la chaîne et les nouvelles réglementations qui précarisent selon eux un peu plus leur métier, avec en ligne de mire les expérimentations et les dispositifs à petit prix, 22 € pour 30 minutes de séance. Sans surprise, après Renault, Peugeot et Volkswagen, Citroën, filiale de Stellantis, est mise en examen dans l'affaire du Dieselgate en France. Et pour se prémunir d'une éventuelle condamnation et de dommages et intérêts dans cette affaire de moteur diesel truqué, eh bien la justice demande aux 2 constructeurs français, Renault et Citroën, de mettre de côté de l'argent. Une paille sans mauvais jeu de mots, Maxime Debs. Pour un éventuel paiement des dommages et amendes, 18 millions d'euros mis de côté chez Renault, 8 millions chez Peugeot, somme dérisoire comparée aux 30 milliards déjà payés par Volkswagen pour maître Frédéric Carrel-Carrois, avocat à l'origine de plusieurs procédures dans ce dossier du Dieselgate. Financièrement, c'est du pipi de chat pour eux. Pourquoi ils ont mis cette somme-là ? Parce qu'ils savent que les plaignants sont pas énormes. À l'heure actuelle, les plaignants, il y a rien dans le dossier, il y a rien. Les plaignants, c'est 2000 par société. Donc la caution, elle est suffisante pour ceux qui sont effectivement dans la procédure. Par contre, si tout le monde y va, alors là... Concernant PSA, un rapport en 2017 de la DGCCRF, la répression des fraudes, chiffré à 5 milliards le montant maximal de l'amende encourue par le constructeur, sachant que cet avocat espère obtenir non seulement le remboursement intégral des véhicules dont on parle, mais aussi la réparation du préjudice pour les particuliers détenteurs d'actions de ces constructeurs qui, rappelons-le, ne sont aujourd'hui que mis en examen. Un statut qui doit aussi leur permettre de se défendre. Maxime Debs. Pendant que Joe Biden, le président américain, s'entretient avec le Premier ministre britannique Boris Johnson à la veille du sommet du G7, Emmanuel Macron s'apprête lui à annoncer tout à l'heure à Paris qu'il va réduire la présence militaire dans l'opération Barkhane au Mali. La décision a visiblement été prise hier lors du Conseil de défense. 5100 soldats français sont actuellement déployés dans le Sahel. Le Conseil de l'Europe appelle aujourd'hui à libérer immédiatement l'opposant russe Alexeï Navalny au lendemain du démantèlement de son mouvement jugé
jugé extrémiste par Moscou. Et pour finir, au petit bonheur de Roland-Garros, on connaît la première finaliste dans le tableau féminin. Elle est russe, si je ne m'abuse, Jean-Pierre Blimaud. Ça s'est passé en 2-7. Oui, elle s'appelle Anastasia Pavlyuchenkova. 7-5, 6-3, c'est le score de sa victoire face à Tamara Zidansek, la Slovène, ancienne snowboardeuse qui était la moins bien classée de ce dernier carré féminin. Et pour la première fois de sa carrière, à presque 30 ans, la Russe accède donc à la finale de Roland-Garros, alors que la deuxième demi-finale va débuter dans quelques minutes sur ce court Philippe Chatrier, toujours baigné de soleil, entre Barbora Krejcikova et Maria Sakkari, la Tchèque contre la Grecque. Ce n'étaient pas les joueuses qui étaient attendues, puisqu'elles ont éliminé Cory Gauff, la jeune américaine, et Iga Swiatek, la polonaise tenante du titre. À noter quand même que la journée est bonne chez les Français. Il y aura 4 Français qualifiés pour les demi-finales du tournoi junior: Arthur Fils, Giovanni Pecci-Péricard, Sean Quenin, Lucas Van Hache. Ces noms ne vous disent peut-être rien, Laetitia, mais c'est l'avenir. L'avenir du tennis français. Quant à Herbert et Mahut, eh bien, ils sont toujours dans leur lutte contre Cabal et Farah, les Colombiens, dans la demi-finale du double. Et pour l'instant, la paire française mène 5-4 au 3e et dernier set. Merci Jean-Pierre Blimaud en direct de Roland-Garros, 17h06 sur Inter. Bonjour, c'est Clara Luciani sur France Inter. Ce soir, on laisse les clés de la radio à Clara Luciani. À minuit sortira mon nouvel album, Cœur. Je passerai les 4 heures qui précèdent avec vous. L'heure bleue, Very Good Trip, côté club. Je serai l'invitée, la rédactrice en chef et je jouerai même les DJ pour Radio Clara. Une soirée avec Clara Luciani. Ce soir sur France Inter, de 20h à minuit. Toyota. Bon, papa compte les équipements de L'iGo et toi tu vas te cacher, ok? D'accord. Connectivité smartphone, caméra de recul, climatisation, écran tactile, feu de jour à LED, Bluetooth... On n'a pas fini de compter tous ces équipements. Repartez dès maintenant avec la Toyota Aygo à partir de 69 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota. Offre particulier non cumulable dans le réseau participant pour tout Aygo X-Play 5 portes 9 commandé avant le 30 juin et livré avant le 31 juillet. Dans la limite des stocks disponibles en LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer 2090 €, prime à la conversion déduite et remise de 2900 € incluse. Voir toyota.fr. France Inter aime la 45e édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel du 22 au 27 juin. Un printemps si spécial qu'il volera quelques jours à l'été. Avec Philippe Catherine, Pomme, Alain Souchon, Sébastien Tellier, Giorgio, l'impératrice. La création, la découverte, l'émergence. Sous le soleil, exactement. Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel du 22 au 27 juin. Un événement France Inter. Et sous le soleil de France Inter, c'est par Jupiter et c'est Charlène Vananacker. Vous êtes notre astre de l'info. Voilà, Laetitia Gaillet. Haïku. Merci beaucoup Laetitia. Je vous dis à demain, je vous embrasse. À demain. « 9h30 dans le bureau de Par Jupiter. » Bon, alors on parle de quoi dans l'émission? Parce que moi, il faut que je parte dans la rue. Bah non, on attend Juliette pour décider. Moi, je sais pas ce qu'elle fout là. 10h dans le bureau de Par Jupiter. Bon, là, c'est pas normal. Bon, bah, moi, je dois y aller. Hein. Ah non, tu pars pas avant qu'on sache où est Juliette. Salut les amis. Salut Clara. Dis, t'as des nouvelles de Juliette? Bah non, elle devait m'appeler ce matin pour parler du livre de l'invité, elle est pas là? 11h dans le bureau de Par Jupiter. Bon, là, je considère que Juliette a disparu. Donc je déclenche l'opération Chardonnay. Ah non, boire du blanc à 11h du matin, non. Non, c'est le nom de code de l'opération secrète. On part à sa recherche. Attends, j'ai une idée. Clara, t'as lu le livre de l'invité? C'est un polar. Donc tu sais comment on mène une enquête? Bah, c'est-à-dire que c'est de la fiction, Guillaume. Ok, non mais moi je vais lire les pages faits divers du Parisien. Ok, déjà. moi j'enfile un imperméable. Tic et tac mène l'enquête. Attention, on va retrouver Dupont de Ligonnès. Ou Lionel Jospin. Ou mes lunettes. Parce que j'ai perdu mes lunettes au bureau hier soir, si vous voulez. 15h dans le bureau de Par Jupiter. Guillaume, je pense que notre enquête patine. Je crains que notre enquête soit au point mort, Charline. Oui, nous manquons de pistes, oui. Ou de méthode peut-être, parce que j'ai téléphoné à Juliette, elle est malade, tout simplement. Ah bah d'accord. Ah bah elle est malade. Ok, le lendemain où les bars ils ouvrent jusqu'à 23h. Voilà qui relance notre enquête. Malade au Chardonnay ou au Chablis? Eh ben vous n'avez qu'à l'appeler pour la savoir. Oh les boulets. Bonjour la France Inter et toute sa brigade d'inspecteurs. Bienvenue sur Fréquence Blague, la bande FM de la rigolade, dont voici la devise: gouverner,
c'est prévoir d'être cas contact. Jean Castex. Au sommaire, cette année, on commémore à tour de bras. On commémore tellement que les 30 ans de la fin de l'apartheid, ça se passe plutôt discrètement. En février, on célébrait la libération de Mandela. Et le 30 juin, c'est l'abolition de l'apartheid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oui, moins d'entrain quand même. Hein. Le Brexit, c'est compliqué. L'Irlande du Nord, c'est compliqué. Mais alors, l'Irlande du Nord, depuis le Brexit, non, ça ne s'annule pas. C'est très compliqué. Pour résumer, Londres joue avec le feu. Voilà. Et quel est le point commun entre l'enseignement et la bourse du commerce ? Le conseil de classe, le lieu de négociation entre le prof et le parent relou qui tente de dealer un oral de rattrapage ou de trouver une excuse bidon pour un devoir non rendu. Des gens sans aucune morale, vulgaires, des balichiottes. On embrasse fort Juliette qui est souffrante aujourd'hui et qui la remplace au pied levé. C'est Clara Dupont-Mono. Et oui, Charline, bonjour. C'est l'avantage des infections intestinales. C'est que du coup, me voilà. Alors, à 17h20, le commissaire Maigret de l'équipe qui aurait troqué ses cheveux blancs contre un blond surfeur périmé et sa pipe contre une canette de 8-6. C'est Émeric Lomprey. Bonjour Émeric. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Waouh. Oh là, méfiance. À 17h30, celui qui porte le même regard que Colombo sur l'actualité, un œil à gauche et l'autre à l'extrême gauche, c'est Guillaume Meurice. Bonjour inspecteur. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'amour aussi, moi. C'est vrai, j'ai appelé Marc Fassier. Je vais vous raconter un peu son histoire. Marc, il était heureux, il était prêtre depuis 17 ans. Et puis là, j'ai rencontré une femme. Et là, voilà, c'est le drame. La tuile. On raconte ça tout à l'heure. Et enfin, à 17h40, eh bien celle qui a la vista de Sherlock Holmes dans le corps de Catwoman, c'est-à-dire c'est Clara Dupont-Mono, c'est moi. Et je vais vous parler du livre de notre invité. Et oui, car voici celui qui va faire frissonner l'actualité. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Nicolas Lebel, bonjour. Oh, la chance. France Inter. Charline Vanhoenacker. Clara Dupont-Mono. Par Jupidémie. Bienvenue Nicolas Lebel. Bonjour. J'ai entre les mains votre nouveau roman. Bam. Paru aux éditions du Masque. Alors Nicolas Lebel, après avoir publié une série de polars avec un personnage récurrent, Capitaine Merlicht. Tout à fait. Vous changez d'éditeur, vous créez des nouveaux personnages d'enquêteurs, vous partez sur une toute nouvelle histoire et surtout, cette histoire, c'est notamment celle du commissaire Starsky, mais avec un I, c'est-à-dire pas comme dans Starsky et Hutch. Et le fait que ce soit avec un I, est-ce que ça pose un peu le personnage ? Alors tout à fait. Alors je vous remercie déjà d'avoir résumé ma vie comme ça avec un souffle épique. Je m'y retrouve complètement. Ce personnage du capitaine, du commissaire Starsky, avec un I, c'est rappelé plusieurs fois dans le livre, est effectivement un anti-héros. Il aimerait bien être ce flic viril qu'on a tous vu aux côtés de son Hutch. Ouais. Il aimerait bien appeler Guy les bons tuyaux et le commissaire Debay pour résoudre rapidement cette affaire. Malheureusement, il est plutôt loser et cette enquête commence très mal pour lui. Déjà, il est à un moment de sa vie où ça se passe pas très bien. Mais en plus, cette enquête va rapidement s'avérer très difficile pour lui. Alors, le roman s'intitule Le gibier. Qui est ce gibier ? On le verra pas, parce que sinon on va déflorer. Mais il y a donc le commissaire Starsky, et il fait un duo avec Yvonne Chen. Et l'antagonisme des deux enquêteurs est drôle. Alors, est-ce que l'humour dans le polar... c'est bien vu et ça se fait. Alors, est-ce que c'est bien vu ? Est-ce que l'humour est bien vu ? Je pense que je vais vous retourner la question. Mais quel humour ? Ouais. Mais effectivement, l'humour, on voit le succès que ça peut avoir aujourd'hui à l'heure de la multiplication des stand-up et des envies d'occasion de rire. Et en même temps, on garde un regard assez sceptique sur ce qui peut faire rire. Alors quand le noir fait rire, imaginez, le mélange peut prendre, peut ne pas prendre. Je crois que c'est essentiel de rire du noir aujourd'hui. Moi, je fais du polar où on ressort... va isoler cette phrase. C'est essentiel de rire du noir. Ça, on va vraiment ça fera le titre de l'émission. Ça tombe bien, on va parler d'apartheid tout à l'heure. On va repasser. Mais effectivement, il faut
Moi, j'écris du polar qui nous permet de respirer, qui nous permet de regarder un petit peu où on en est, du polar qui est tourné vers notre histoire, notre actualité. Le but du jeu, c'est pas d'être plombé et d'aller se jeter par la fenêtre à la fin du bouquin. Le but du jeu, c'est peut-être de respirer, d'apporter un souffle. Et puis, l'humour permet ça, d'avoir un regard sur nous-mêmes et une certaine intelligence, peut-être. Et de l'humour noir aussi, évidemment, dans un polar. Alors, vous l'avez dit, il y a du contexte sociétal, politique même, qui nous emmène jusqu'en Afrique du Sud, et on y reviendra tout à l'heure. L'intrigue est la métaphore d'une chasse à courre. Le polar s'intitule « Le gibier », avec comme sous-titre « Une meute ne lâche jamais sa proie ». Il y a donc une proie, des appâts, la vie passée du commissaire Starsky qui ressurgit, ce contexte social-politique. Le polar étant un genre quand même très codifié. Déjà, quelle est la différence entre un polar et un thriller, et est-ce que cette distinction, elle est pertinente dans ce roman ici ? Alors j'espère qu'elle l'est. Alors il y a dans la littérature noire plein de sous-genres. C'est un genre qui existe depuis un moment maintenant, qu'on a pu cartographier. On connaît bien le roman d'enquête et le whodunit, puisqu'il s'agit de trouver à la fin qui a tué. Ça a laissé place petit à petit à une autre forme de roman qui était comment on a tué. On a posé une autre question. Après le qui, on a posé la question du comment. Aujourd'hui, on est surtout sur la question du pourquoi. Pourquoi le tueur tue-t-il ? Et ça a permis de diversifier le polar en tant que genre. On n'est plus forcément dans le roman d'enquête. Ici, ça commence comme un roman d'enquête. Ça bascule rapidement dans le thriller au moment où on identifie la victime à venir et on la suit alors qu'elle est poursuivie par cette meute dont on ne sait rien. Elle est traquée. Et le roman noir, qui est la troisième branche un petit peu du polar aujourd'hui, c'est ce polar qui s'intéresse à la société, à nous, dans notre histoire, dans les rappels aussi de notre histoire, dans notre quotidien. Alors ça peut être, je pensais par exemple à un polar qui se passe... qui met en scène des ouvriers dans une usine qui menacent de lancer le produit toxique qu'ils ont sous la main s'ils ne sont pas écoutés jusqu'au moment où l'un d'eux meurt. Voilà, ça peut être aussi ça le roman noir. Clara Dupont-Moreau. Oui, parce que justement, à un moment, on croise dans votre livre, Le Gibier, un personnage qui est complètement parano sur une éventuelle pandémie. Bon, on va pas tout révéler, mais il a cette espèce de névrose. Il est persuadé qu'il y a une pandémie qui va s'abattre sur le monde et que ce sera délibéré, calculé, planifié. Vous l'avez donc écrit ce texte avant mars 2020. Tout à fait. Voilà, c'est ce que vous précisez d'ailleurs à la fin du livre. Oui, j'ai eu intérêt à le faire, je crois. Le temps de l'écriture est intéressant, mais aussi le temps de la lecture, parce que nous, on ne le lit pas du tout comme si si on n'avait pas eu cette pandémie, en vérité. Alors, tout à fait. Je crois que l'auteur de polar est poreux, et poreux à l'ère du temps. Il y a des choses qui se passent, et il devait y avoir déjà des frémissements du côté du Wuhan quand j'écrivais tout cela. On manipule des curseurs, en fait. On écoute l'actualité, on écoute la société, on voit ce qui se passe, et à un moment, on tient une histoire. C'est toute la magie de la fiction que de pouvoir pousser un paramètre et de se dire, tiens, là, s'il y avait un virus, par exemple. C'est ce qui s'est passé avec ce personnage. Alors, ça reste pas essentiel dans le roman, heureusement, mais effectivement, il y a cette photographie tout à coup de ce type qui est paranoïaque, qui est persuadé que les virus qui l'entourent, à un moment, finiront par le tuer. Ce type a une histoire et je vais pas développer autour de cela, mais cette photographie en soi aujourd'hui est complètement, on la voit avec un autre œil, l'œil d'un an de pandémie, de couvre-feu, de confinement. Effectivement, c'est glaçant. Au final, ça vous arrange bien, cette pandémie. Et ce personnage prend 1000 précautions qui ne sont pas toutes appliquées aujourd'hui. Heureusement que Jean Castex ne vous a pas lu encore. Nicolas Lebel est venu nous présenter son roman intitulé Le Gibier. C'est paru aux éditions du Masque. Moi, je suis à la page 200, j'ai pas fini, mais je suis à fond dedans. Moi, j'attends la fin de l'émission, je rentre chez moi, je le termine. Je vous le dis tout de suite. I left my baby and it feels so bad. I guess
Lynch, I Fought the Law sur France Inter, où vous écoutez Par Jupiter, avec l'auteur Nicolas Lebel qui publie Le Gibier, paru aux éditions du Masque. Et pour l'entourer, Clara Dupont-Moreau? Alors, le tueur en série, Émeric Lompré, qui nous fait l'honneur d'être là, le procureur Guillaume Meurice, et la victime innocente, moi. Bien sûr, Clara Dupont-Moreau, la duchesse, bien sûr, et l'information, la baronne. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour. S'ils veulent un responsable, qu'ils viennent le chercher. Le journal de presque 17h17. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Aïe, 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 aïe. Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera des propos de Nadine Morano sur l'immigration. Ah non, attendez, ça c'est une info de 2009, je pense, Charline. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ah, autant pour moi. Voilà. Bon, d'accord. On parlera aussi de l'éventuelle candidature à la présidentielle d'Arnaud Montebourg. Non, Charline, ça c'est 2017, là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était ce matin, ça. Vous êtes sûr? Bon, d'accord, c'est bizarre. Voilà. Et enfin, on parlera de l'absence de Français à Roland-Garros. Non, alors non, là, Charline, non, là c'est en 1985, 86, 87, 88. Remarquez, oui, ça peut être 89, 90. Oui, on a compris. 2005, il y en a peut-être encore en double, si on cherche bien en double, je sais pas, 2007, on verra. Allez, en 2008, il n'y en avait pas beaucoup non plus. 2009, ouais. Alors, on commence par la politique. Oui, hier dans Le Monde, Roselyne Bachelot déclarait « Je suis là pour défendre la culture ». Voilà, donc les obsèques de la culture se tiendront mardi en 8 à la basilique Patrick-Sébastien de Montcuq. Nadine Morano, elle a déclaré qu'il fallait arrêter l'immigration pendant 1 an. Oui, alors moi je pense qu'il faut arrêter Nadine Morano, mais pendant longtemps, enfin voilà, plus d'1 an. Et toujours au sujet de l'immigration, Emmanuel Macron a présidé hier une réunion interministérielle sur ce thème. Et top, Charline, 16h23 minutes. C'est-à-dire 16h23 minutes que Macron n'avait pas récupéré les éléments de langage de l'extrême droite. Voilà, j'espère que vous êtes bien reposés les Arabes, parce que là c'est terminé. La bamboche du racisme, ça recommence plein pot. D'ailleurs, Emmanuel Macron a accordé cet après-midi un entretien à BFM TV et RMC pour parler football. À football, ah oui, c'est étonnant, parce qu'en ce moment on l'attendait plus sur le free fight. Oui, c'est vrai. Ouais, bon. D'ailleurs, le gifleur d'Emmanuel Macron paraissait ce matin en comparution immédiate et il envisageait plutôt, dit-il, d'envoyer un œuf ou une tarte à la crème. Et l'homme se serait radicalisé devant le meilleur pâtissier. C'est terrible. Présidentielle 2022. Le Parisien nous apprend que faute de ressources, Arnaud Montebourg ne sera pas candidat. Oui, alors selon d'autres sources, ce sera aussi faute d'électeurs. Et de soutien. Oui, et de programmes aussi. Et d'idées aussi. Oui, voilà, je crois que c'est bon. Oui. On a fait le tour. Arnaud Montebourg qui a déclaré en l'état, je ne suis pas candidat, mais cela peut changer. Et voilà, et moi, c'est pareil que moi, parce qu'en l'état, je ne suis pas candidat au concours de Monsieur Muscle, mais alors, ça peut changer, on ne sait pas. Voilà. Lundi soir, un député LREM va affronter un collègue de la France Insoumise sur le jeu vidéo League of Legends, et ce sera diffusé sur Twitch. Formidable, et ne ratez pas mercredi soir sur BFM, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui vont s'affronter dans un cache-cache de folie. Oui, samedi soir sur C8, la confrontation Poutine-Biden sur un pierre-feuille-ciseau. Formidable, on a sport toujours. Oui, Roland-Garros, les spectateurs du match de Novak Djokovic ont dû quitter le stade à 22h30 en raison du couvre-feu. Voilà pourquoi il n'y a plus de Français à Roland-Garros, Charline, c'est à cause du couvre-feu. Non mais le couvre-feu s'applique pas aux joueurs, Guillaume. Ok, non, mais je m'entraînais pour le championnat du monde de mauvaise foi, mais ça marche pas. Vous êtes déjà champion, vous inquiétez pas. Et enfin... C'était pas écrit ça, Charline. On peut pas improviser dans un journal comme ça. C'est vrai, c'est spontané. Et enfin, People, Nabila a déclaré, je cite, « Je ne cuisine pas, je suis riche. » Oui, en même temps, la dernière fois qu'on l'a vu, un couteau à la main, ça s'est pas hyper bien passé. Merci Guillaume. Par rapport au fait qu'elle avait mis un coup pour les gens qui n'avaient pas l'info. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours bien de rattraper un peu. Sinon, pour les gens qui ne savent pas qui est Nabila, tant pis. Pas grave. Vous passez à côté d'un pan de la pop culture. On va aborder ce premier thème avec Nicolas Lebel. On a célébré les 40 ans de la mort de Bob Marley, les 30 ans de la mort de Gainsbourg, puis Napoléon, la Commune, Mitterrand, mais... Pour les 30 ans de la fin de l'apartheid, c'est un petit peu plus discret. Et pourtant, le 30 juin 91, terminez les conneries, c'était l'abrogation des lois de l'apartheid. Alors, y a un truc d'organisé ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On est tous là? On est dimanche? On n'est pas dimanche? Ah! Bon anniversaire, Renaud! Mais c'est pas vrai, mais j'ai oublié ton anniversaire! Oh, mon chéri! Oh!
Merci ma chérie. Regarde, t'as vu, ils m'ont gâté, hein. C'est beau, hein. Oh, mais j'ai rien, moi, j'ai pas de cadeau. C'est pas grave, ça peut arriver, ma chérie. Ah, si. Qu'est-ce que c'est? Un gland. C'est Valérie Bonneton dans la série de France 2, Fais pas ci, fais pas ça, pour illustrer le fait que cet anniversaire passe un petit peu sous les radars par rapport aux autres. Vous vous intéressez de près à l'histoire de l'Afrique du Sud, Nicolas Lebel, et vous constatez que les 30 ans de la fin de l'apartheid sont célébrés de manière un peu discrète. C'est quand même, oui, c'est un euphémisme de dire ça. Moi, j'appartiens à cette génération. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine, donc banlieue rouge. À l'époque où on manifestait pour la libération de Mandela et pour l'abolition de l'apartheid, pour le boycott de l'Afrique du Sud. Ça a été quelque chose d'important pour moi déjà dans ma jeunesse, dans ma formation politique, c'était quelque chose. Et là, 30 ans après, on a célébré la libération de Mandela, qui est devenu président. On a regardé de loin la réconciliation nationale en Afrique du Sud, jusqu'au moment où on a complètement oublié ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, aux 30 ans de l'abolition de l'apartheid, qu'est-ce qui se passe? Rien. On n'entend pas parler, il ne se passe rien. Alors que la date clé, c'est le 30 juin. 30 juin, donc j'imagine que quelque part, peut-être qu'en secret, ils sont en train d'organiser une bamboche, voilà, on ne m'a pas prévenu. Dans votre roman, qui est un polar, je le rappelle, le Gibier, il est question de l'héritage de l'apartheid. L'Afrique du Sud s'invite en France, à Paris, dans l'intrigue. Cet héritage de l'apartheid, il se règle en partie aujourd'hui à Paris ? Alors aujourd'hui à Paris, je ne sais pas. Il apparaît que comme pour l'autre conflit dont on parlera après, on avait surtout besoin d'une réconciliation nationale très rapide. C'est ce qui s'est passé à l'époque de l'Afrique du Sud. Il y a une commission Vérité et Réconciliation. Rien que son nom explicite comment ça s'est passé. Une commission qui a entendu les victimes, qui a entendu les coupables et qui a dit en même temps il est temps de passer à autre chose. Merci, au revoir. Ça a été plié assez rapidement. Le but étant de créer cette nation arc-en-ciel, comme on l'a appelé derrière, et surtout de passer à une autre ère, post-apartheid, et d'oublier ce qui existait avant. Alors ça répondrait peut-être à ma question et à mon étonnement de ne pas voir de célébration aujourd'hui. On a tout passé sous le tapis. Tout ce qu'on passe sous le tapis, en général, ça nous revient dans la figure assez rapidement, que ce soit en Afrique du Sud ou en Irlande du Nord d'ailleurs. Clara. Et alors dans votre livre, vous évoquez aussi des milices assez effrayantes, des groupes paramilitaires qui ont continué à œuvrer après l'abolition de l'apartheid et qui se sont notamment vengés des Blancs qui avaient collaboré avec le gouvernement. Pourquoi est-ce que vous êtes attaché à ce paramètre-là de la fin de l'apartheid, ceux qui ont continué dans l'ombre, l'œuvre un peu de vengeance? Alors c'est un petit peu ces purges qu'il y a eu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu où les gens n'ont pas été satisfaits de la justice telle qu'elle était proposée à l'époque, et puis surtout, il s'agissait de régler son sort aux voisins avant que l'État ne reprenne les choses en main. En ce qui concerne ce mouvement sud-africain, là, il s'agissait surtout d'anciens résistants qui comptaient bien retrouver les bourreaux d'hier, je vais y arriver, et les punir. Donc ils ont continué d'œuvrer. Certains ont rejoint des armées nationales étrangères, ont continué après à œuvrer au sein d'armées, mais il y a eu effectivement des recherches des coupables. Alors recherche des coupables en Afrique du Sud, en Angola, dans les pays alentours. Moi j'ai poussé le bouchon en les faisant traquer les bourreaux d'hier jusqu'à Paris. Est-ce qu'il y a eu des bourreaux sud-africains réfugiés à Paris? Réfugiés à Paris, oui. Oh, ça c'est à vérifier, ça m'étonne. C'est pas le genre de la France. Non, tout ça ressurgit dans l'intrigue du Gibier de Nicolas Lebel. Maintenant qu'on a légèrement frissonné, d'une autre manière, enjaillez-nous, Aymeric Lompré. Ouais, bonjour à tous, vous allez bien? Ouais. J'ai rien entendu. Coolos. Hey, quoi? Je vais vous le dire. Hier, il y a Doctolib qui m'a envoyé un mail pour modifier mon mot de passe afin d'éviter qu'on pirate mon compte. Je voudrais vraiment savoir qui pirate les comptes Doctolib et surtout à quoi ça sert, quoi. Tu sais, ça doit être des gros nulos, ils sont là genre j'ai pris un rendez-vous à Aymeric chez le dentiste. Il va être bien dans le pétrin parce qu'il est pas au courant. Je suis le génie du mal.
Allez, maintenant, je vais faire un micro-trottoir pour ma chronique. Non, je rigole. Je rigole, Guillaume. Je rigole. Je t'aime, Guillaume. Je t'aime. Je voudrais que tu sois le père de mes gosses, Guillaume. Trouve-moi une meuf et fais-lui un gosse. Ah, un petit Guillaume Meurice élevé par Émeric Lompré. Tu sais, il fera des micro-trottoirs dans la rue. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez si je mets de la raclette sur ma bite? Non, mais c'est la fin d'année. Mais non, mais j'ai envie d'amour, Charlie. Mais il faut de l'amour dans ce pays. Même dans cette émission, il faut de l'amour. Tu sais, tout le monde est tendu en ce moment. Là, il y a eu la gifle de Macron. C'est pas très grave, mais il y a eu la vidéo de Papacito, là, tout le monde a vu cette vidéo qui fait un tuto pour éliminer des gauchistes avec des fusils d'assaut et des couteaux de chasse. Mais enfin, déjà moi en plus Papacito je le connaissais pas, je pensais que c'était un cocktail au début. Donc, vous prendrez bien un petit peu de Papacito. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est du jet, de la vodka, du Red Bull, du whisky, de la suce, du sang et du fer fondu. Non merci, c'est bon. Et bien maintenant que je le connais, Papacito, je me dis c'est un mec qui a besoin d'amour, il a besoin d'un petit câlin, tu vois. Puis c'est complètement insensé de s'équiper autant pour s'en prendre à des gauchistes. Si tu veux faire peur à Clémentine Autain ou Benoît Hamon, t'as pas besoin d'un M60. Tu leur dis que la Biocop est fermée pour travaux. Et après ils seront là, non mais comment je vais faire pour avoir des vitamines? Le gauchiste est fragile et pas dangereux. Regardez, je sais pas, par exemple, Frédéric Fromet. Bon. Tu sais, on dirait Yann Barthès, mais en petit, quoi. Tu sais, il a pas une guitare en bandoulière, c'est sa guitare qui a Frédéric Fromet en bandoulière. Non, je suis sûr que s'il roule en voiture, il a un accident avec la trottinette, c'est lui qui est blessé. Après, il ira à l'hôpital, il va dire je vais mourir, j'ai pas d'argent pour payer mes soins. Oh, c'est pas grave, monsieur Fromet, c'est gratuit. Oh, trop cool. Du coup, je vais chanter une chanson pour vous remercier. Non, ça, c'est bon, merci. Isabelle, rajoutez un peu de morphine, commence à me casser les couilles avec ces chansons là, putain. Il fait des chansons sur tout. Hier, il a même fait une chanson sur ma blouse. Le fauteuil roulant, le fauteuil roulant, le fauteuil roulant, le fauteuil. Ah, c'est bien, ça fait du bien. Merci Isabelle, venez, allons faire l'amour en salle de garde. Vous êtes d'accord, docteur Maboul? Ah non, appelez-moi Franck, je n'aime pas mon nom de famille. C'est bientôt fini la chronique, c'est bientôt fini. Alors attention, tous les gauchistes sont faibles, mais tous les faibles ne sont pas forcément gauchistes. Regardez par exemple les vieux, bon, ou alors Hortefeux, ouais, je le déglingue. Éric Zemmour, c'est pareil, c'est pas Jérôme Le Banner non plus, tu vois. Et s'il se bat au sol avec Frédéric Fromet, on dirait une partie de Mikado. Même Jean-Marie Le Pen, tu sais, il avait fière allure avant quand il torturait les Algériens, mais là maintenant, bon, il ressemble plus à une escalope de dingue avec un œil. Tu vois, sans le problème, je le prends en octogone ou alors aucun. Hein. Mais je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais tout le monde s'en prend aux gauchistes là. Alors là, la semaine dernière, il y a une patronne qui a engagé un tueur à gages pour éliminer un syndicaliste. Putain, mais pourquoi vouloir tuer un syndicaliste? C'est gentil un syndicaliste, c'est juste en dessous du panda. Non mais jamais dans la vie tu dis oh non, on passe pas par cette rue, c'est dangereux, il y a plein de syndicalistes. Au contraire, tu dis viens, on passe par là, on va boire un coup. Non mais parce que c'est ça la gauche, c'est de la bière et des bisous. Alors moi ce que je vous propose pour réconcilier tout le monde, c'est qu'on invite Papacito à part Jupiter. Non mais on l'attire avec des rondelles de saucisson, un poster de Marine toute nue et une pancarte concert de Frédéric Fromet gratuit. Et quand il arrive à la maison de la radio, et voilà. Hein, merci de m'avoir écouté. Émeric Lompré. Oui, c'est l'amour. Pour se remettre de votre chronique, on va écouter un disque. Alors le groupe s'appelle Mustang et le titre me fait penser à vous. Mustang chante Pôle emploi, gueule de bois. Oui, j'ai pensé à vous. C'est de l'amour aussi, Émeric. Je vais péter tranquillement sur mon sofa et regarder Gordon Ramsay sur TV. Je vais commander une énorme pizza. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je ne veux pas parler de l'avenir avec toi, de cet enfant que jamais on ne fera, ni t'entendre me dire que j'ai pris du poids. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. J'ai reçu mon virement de Pôle emploi. C'est mon problème, si cet argent je le vois. Je paie mon loyer, alors bouge de là. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je sais qu'on n'a pas baisé depuis des mois. As-tu l'impression que
que je suis en état. Tu t'es vu alors, ne t'étonne pas. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Toi aussi tu aimais sortir autrefois. On s'amusait tellement nous deux, souviens-toi. On baisait même sous des porches parfois. On n'avait jamais la gueule de bois. J'ai reçu mon virement de Pôle emploi. C'est mon problème si cet argent je le bois. Je paie mon loyer, alors bouge de là. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Oh, laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Si vous nous rejoignez, vous venez d'écouter Pôle emploi Gueule de bois, chanté par Aymeric Lompré. Ah non, c'est Mustang, c'est la police France Inter, pardon. Nous sommes en compagnie de Nicolas Lebel, auteur de polar. Il publie Le Gibier. Vous nous disiez que, notamment dans cette intrigue, ressurgeait un peu l'Afrique du Sud, qu'il y a des bourreaux de l'apartheid qui se sont réfugiés à Paris. Quand on vous lit, il y a des choses dans vos romans, c'est des pures infos qui soulèvent pas tellement d'indignation, pourtant il y a des pures infos dedans. Et pourquoi ? Parce que quand c'est dans un polar, ça passe, on se dit « Oh, il a inventé !» Alors, l'indignation, moi, c'est vraiment un mot que j'utilise souvent en parlant de ce que j'écris, parce que je crois que c'est la source de tout bon polar, l'indignation. Je disais que l'auteur de polar est poreux. Moi, j'écoute l'info un peu trop, peut-être. Et donc, je reçois les choses. Il y a des choses qui me font bondir. À un moment, j'ai envie d'en parler. Et en général, ça se retrouve dans un polar, sous une forme ou sous une forme ou une autre. Ça peut être une nouvelle aussi. Parce que vous-même, vous enquêtez aussi. Vous avez des infos et vous les glissez dans les romans. Complètement. Et puis, il y a énormément de documentation. Hein. C'est le ciment de la fiction, hein, la documentation. Si on veut que le lecteur accepte ce récit qui n'existe pas et des personnages qui n'existent pas, à un moment, il faut lui donner quelque chose de réel, de vrai, et c'est là que la documentation intervient. Donc oui, il y a beaucoup d'infos et tout est vrai, oui. Nicolas Lebel, tout est vrai aussi, il y a beaucoup d'infos et un peu de mauvaise foi aussi, c'est Guillaume Meurice. Oui, moi je suis un petit peu comme tout le monde, j'en ai marre de la violence du monde, alors je vais vous parler de choses positives. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec qui s'est fait virer de son boulot. Voilà, enfin des bonnes nouvelles. Un homme qui va peut-être sombrer dans la dépression, l'alcool, la cocaïne, s'endormir dans la cuvette des chiottes, ce que Aymeric Lompré appelle un mardi soir réussi finalement. Cet homme s'appelle Marc Fassier et il était prêtre depuis 17 ans. Il était prêtre en Seine-Saint-Denis. C'est un peu l'équivalent d'être imam à Versailles ou rabbin à Islamabad, voilà, ou socialiste tout court. Et pourquoi il s'est fait virer, Marc ? Parce qu'il est tombé amoureux d'une de ses paroissiennes. Et oui, l'amour a ses raisons que la raison ignore, comme dirait Xavier Dupont de Ligonnès à Castorama. Alors, Marc, je l'ai appelé parce que cette histoire m'a ému. Je l'ai appelé pour en savoir plus sur son histoire d'amour. C'était totalement inattendu parce que j'étais pas du tout dans un moment où je m'attendais à tomber amoureux. Hein. Donc c'est une rencontre, je pense, de quelqu'un qui me regardait de manière humaine, quoi. C'est-à-dire quand on est prêtre, on est un peu dans un autre statut, ouais, entre homme et Dieu, donc demi-homme, demi-dieu, je sais pas. Elle vous regarde jamais comme un demi-dieu ? Non, jamais. Ah, ça c'est dommage, mais c'est vrai que ça peut aider dans un couple. Moi je sais que Clara, vous me percevez un petit peu comme ça, puis ça nous aide au quotidien, ça c'est chouette, quoi. C'est pas moi qui les sors les poubelles, par exemple, parce qu'il n'y a pas de demi-dieu des poubelles. Voilà, bon c'est dommage, mais alors, est-ce qu'il lui arrive quand même de remettre en cause sa décision ? Parfois il y a ce petit sentiment de se dire « Ah, j'ai peut-être fait partir de là où tu exerçais ton ministère ». C'est les femmes, hein, c'est un peu le péché quand même dans la Bible, c'est un peu ça. Hein. C'est vu comme ça. Et en fait, moi, je trouve qu'elles nous apprennent beaucoup plus sur ce que nous sommes en tant qu'hommes. Elles ont quand même mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Enfin, elles ont fait quand même pas mal de conneries. Hein. Pour beaucoup, c'est vu comme ça. Parce que la religion est souvent maîtrisée par les hommes. Oui, mais c'est mieux. Non, mais on maîtrise mieux les trucs. C'est vrai, on aime bien se mettre en robe, voilà, le dimanche matin, prendre un sac à main qui fume pour se balader dans les églises. C'est plus un truc comme ça d'homme. En fait, moi, j'ai lu, c'est vrai que j'ai lu la Bible. À la base, on était tranquille, on était à poil dans une sorte de
Naturalia, quoi. Et puis il y a une femme qui est arrivée, qui a bouffé la pomme, qui a tout foutu en l'air. C'est vraiment ce qui est marqué dans le bouquin. Alors après, c'est un bouquin où il y a vraiment beaucoup d'interprétations, parce que c'est un livre avec lequel tu peux être l'abbé Pierre ou Barbarin. Donc vraiment, on est sur une matière un peu molle, on va dire. Mais ça répond pas à la question, est-ce que Dieu est amour ou pas ? Ah bah, Dieu est d'abord amour, et Dieu n'est qu'amour, et malheureusement on l'oublie un peu parfois. Ah oui, j'ai l'impression. Là. C'est ça. Mais vous n'avez pas peur d'aller en enfer ? Non, j'ai pas peur d'aller en enfer, même si certains voudraient m'y vouer. Mais non, c'est l'enfer, comme disait Bernanos, hein, c'est de ne plus aimer. Oh Bernanos, oh non Bernanos, pas maintenant Bernanos, pas après tout ce que t'as fait. Non, ça se voit qu'il a jamais vécu en couple avec Charline Vanhoenacker, ce Bernanos. Hein. Je veux pas trahir des secrets, mais bon, il y a un livre en préparation quand même écrit par Bruno Retailleau qui s'appelle Purgatoire et mauvaise foi. Bon voilà, je vous laisse le découvrir de la prochaine rentrée littéraire. Nous on continue avec Marc qui est amoureux certes, mais qui est, je le rappelle aussi, chômeur. Je suis inscrit à Pôle emploi depuis une semaine. Ouais. Ils n'ont pas trouvé la case prêtre dans le logiciel, hein, parce que ça n'existe pas. Ah oui, dans expérience, il n'y a pas... Ouais. Voilà, c'est ça. Dans quel domaine alors vous cherchez ? Alors j'ai la chance d'avoir été enseignant à l'université, donc voilà, je continue dans le supérieur. Ou à la radio, hein, chroniqueur radio peut-être si vous voulez. Pourquoi pas ? Eh ben allez, il a le profil, non Marc, on peut l'embaucher ? Non ? Il n'y a pas besoin de casting ici, l'exigence n'est pas hyper haute, faut quand même pas déconner. Il y a Hippolyte Girardot, je rappelle, dans l'émission, donc ça devrait aller. Hein, moi c'est ma 6e saison, donc voilà. Hein, voilà, on est conscient de ça. Ou alors Marc peut-être pourrait faire de la politique ? Je dis pas non, en effet, je suis tout à fait... non, en fait, j'ai un goût, c'est le goût de la vie commune, du vivre ensemble. Oh, bah là, vous parlez quand même politique, c'est bon. Hein. Ouais, on y est. Vous avez fait des promesses à des gens en disant que Jésus allait peut-être revenir, etc. Donc vous pouvez faire des promesses comme quoi la vie peut s'améliorer. Je ne ferai des promesses que je ne pourrais tenir. Ah bah non, alors pour la politique c'est mort, non, parce que les miracles c'est rien à côté des promesses. Xavier Bertrand, is the new Jésus-Christ, hein. Je crois qu'on peut le dire. Judas, il a tout piqué à Renaud Muselier, on le sait, c'est plus un secret maintenant. D'ailleurs, puisqu'on parle politique, terminons sur ce thème. Est-ce que Macron aurait dû tendre l'autre joue ? Ah, je n'y avais pas pensé. Ah, alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Mais je crois qu'il est revenu vers son agresseur pour essayer de lui parler. Donc, Ah, est-ce que c'était pour lui parler ou est-ce que c'était pour lui en mettre une ? Ah ouais, ça c'est... Je ne sais pas. Ah, c'est pas. On saura jamais, hein. Mais on aurait bien aimé quand même qu'il y retourne une patate comme ça. On aurait bien. Ça aurait été marrant, un combat entre un royaliste et puis un mec qui se prend pour le roi. Bon, tant pis. En attendant, évidemment, on souhaite tout plein de bonheur à Marc. Hein. On espère fort qu'il sera très heureux dans sa nouvelle vie, car comme disait Bernanos, l'espérance est un risque à prendre. Donc, Ah vous bah avez des oui. lettres. Eh bah oui, il y a des Guillaume Maris, citations, voilà. merci beaucoup Guillaume. Ça nous change un peu de toutes les conneries qu'on entend dans la rue avec vos micro-trottoirs. Une fois de temps en ça temps. fait du bien. Voilà. Et demain, vous jouez à Aix-en-Provence. Exact. Et samedi à Guillestre dans les Hautes-Alpes avec les Disruptives, votre groupe de rock En Marche. Oui, du rock macroniste, Mais ça bien fait sûr, du bien aussi, faites ça. attention donc, hein. Soyez prudents. On poursuit avec Nicolas Lebel et ce thème, depuis le Brexit, l'Irlande du Nord a un statut mixte. Elle est toujours membre du Royaume-Uni, mais intégrée au marché intérieur européen. Il y a une nouvelle frontière en mer d'Irlande qui, pour les loyalistes, coupe le lien avec le reste du Royaume-Uni, ce qui a provoqué des émeutes en avril. Donc keep calm, buvez une bière, je dirais. Buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer, lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. La ballade nord-irlandaise de Renaud qui date de 91, soit 7 ans avant l'accord du Vendredi Saint de 98 qui met fin à 30 ans de guerre civile. Vous avez proposé ce sujet, Nicolas Lebel. Donc entre le Brexit et l'Irlande du Nord, vous y comprenez quelque chose, vous ? Alors je triche un peu, je suis un irlandophile pratiquant. Ah oui ? J'ai habité en Irlande un temps et puis c'est un pays que j'adore et c'est un pays qui vit une tragédie depuis tellement longtemps que on pouvait espérer, au lendemain de 98, là, quand l'accord de paix a été signé, on pouvait espérer que c'était la fin. Il y avait eu juste avant 30 années de guerre civile quand même, où les nationalistes républicains et
et les protestants unionistes voulant rester, peut-être que j'expliquerai un petit peu, voulant rester avec Londres, se sont combattus et entretués. On espérait que le processus de paix allait mettre un terme à tout ça et allait calmer un peu la situation. Et le décès du prince Philippe a rien apaisé. Alors, oui, j'ai cru voir ça. Ça que me finalement, fait mal. Non, finalement, ça n'a pas vraiment joué. Ce qui est, je sais plus ce que je disais, mais Boris Johnson, lui, il écoute les loyalistes qui sont un petit peu les conservateurs. Oui, c'est le mouvement conservateur. Ils ont de toute manière les conservateurs. Donc ont toujours écouté il met un peu d'huile sur le feu les unionistes. Bien évidemment, la sortie du Royaume-Uni d'Europe, le Brexit, a relancé les tensions en Irlande du Nord entre les deux communautés, au moment surtout où il a été question de remettre une frontière dure entre la République d'Irlande et le territoire qu'on appelle Irlande du Nord. Bien évidemment, ils s'opposent à ça, ils veulent une réunification, ils veulent pas un mur, une muraille. Jusque-là, le conflit avait réussi à se dissiper, si on peut dire, dans quelque chose de plus grand qui s'appelait l'Europe. Finalement, il y avait bien des catholiques, il y avait bien des protestants, des nationalistes, des unionistes qui se foutaient sur la gueule depuis un moment déjà. Et finalement, ils se retrouvaient dans une belle appellation qu'on appelait européens. Ils étaient tous européens. Le Brexit leur a enlevé cette étiquette commune pour leur remettre leur étiquette locale et communautaire. Et résultat, ils menacent tous de reprendre les armes et de reprendre le conflit. Donc c'est une situation absolument tragique. Et je déplore aussi qu'on n'en parle pas davantage. Ah oui, voilà. Et en plus, vous vous intéressez vraiment de près à tous ces héritages terribles entre l'apartheid et l'héritage aussi jamais réglé. Il n'y a pas de génération pop-up. On vient pas de nulle part. On vient de ce qu'il y a avant. Ça c'est bien d'y jeter un œil pour expliquer le présent. Il y a un domaine où ils sont unis quand même, c'est l'équipe de rugby. Oui, tout à fait. C'est à peu près le seul domaine où ils ont réussi jouent ensemble. Complètement. Alors est-ce que le sport est peut-être une solution ou un espoir? Alors on peut l'espérer, ça a marché jusque-là. Ça a marché jusque-là. Alors, idem avec l'Afrique du Sud dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est fou. Alors je vais juste dire, l'Irlande du Nord, c'est 2 millions c'est 1 800 000 personnes à peu près. Et c'est pas 1 800 000 personnes qui sont dans un camp ou dans l'autre et veulent en découdre avec l'ennemi. Ça reste un conflit d'une minorité extrémiste dans les deux camps qui veut en terminer avec l'autre. Mais il y a des gens qui veulent vivre aussi pacifiquement et je pense que ces rugbymen en font partie. Nicolas Lebel, revenons à votre roman Le Gibier avec Clara Dupont-Mono. Oui, Nicolas Lebel, alors vous l'avez sans doute compris, votre présence dans cette émission me réjouit. D'abord parce que donc votre roman Le Gibier parle de la chasse et qu'il ne vous a pas échappé que vous êtes ici en présence d'anti-chasseurs, voire de véganes, disons, très convaincus. Maurice vous le dit pas, mais il a lu votre titre tout à l'heure, Le Gibier, comme une sécrétion de Belzébuth. On en est là. Et d'ailleurs, pensez à vérifier les freins de votre vélo après l'émission. Et ensuite, votre présence me réjouit parce que ce gibier, il est à rebrousse-poil de toutes les règles du roman policier. Moi, je l'ai lu moins comme un roman policier que comme un roman punk. Je vous explique. La plupart des romans policiers, ils mettent en scène une enquête et son dénouement. Bon, et ben vous mettez en scène le fiasco d'une enquête. Elle n'aboutit pas du tout. Elle se retourne même contre ceux qui la mènent. Le ratage complet est même l'objet du livre. Et bien sûr, à la fin qu'on ne révélera pas, l'avenir est aussi gai qu'une chanson punk des Sex Pistols. Et la force du texte, c'est que de bout en bout, le lecteur est du côté des policiers. Il se fait berner avec eux. Il sent que de chasseurs, les policiers deviennent des proies. Et il flaire sans certitude que le jeu se renverse. Et la diablerie de votre plume fait qu'on tâtonne sans voir les mâchoires d'acier qu'il y a autour de nous prêtes à se refermer. Autre règle que vous torpillez, la plupart des romans policiers font la part belle au binôme. Bon, en général, un homme, une femme. Et très souvent, leur lien est teinté d'une légère tension sexuelle à peine esquissée, très loin de l'agressivité de Guillaume Meurice envers moi. On est dans le registre là de la pulsion non assumée. Non, moi je vous parle de délicatesse. Or là, pas du tout. Aucune ambiguïté entre Paul Starsky, donc le policier, et sa consoeur Yvonne Chen, tellement elle est glaciale
et sans humour. C'est-à-dire que le sourire et le tact et la jovialité sont à Yvonne Chen ce que le charisme est à Franck Riester, définitivement accessoire. Elle fait... Ouais, c'est vrai. Elle fait... On l'avait oublié. C'est pour ça. Vous voyez bien. Elle fait toujours la gueule. Elle voit les rapports humains comme des tableaux Excel. Et alors, sa vie sociale ressemble au bureau des modérateurs chez Twitter. Il n'y a personne. Et elle dit cette chose que j'adore. Je ne suis pas payée pour être aimable, mais pour découvrir les faits. La politesse, c'est pour les soumis. Riant état d'esprit, qui n'est pas sans rappeler de celui de Sid Vicious, le leader des Sex Pistols, lorsqu'il disait « Je ne savais pas danser, alors je me suis contenté de sauter et de frapper les gens. » Une phrase qu'Yvonne aurait pu prononcer complètement. Son seul hobby, c'est de sortir 2 fois par semaine dans un bar, lever un gars, coucher avec lui, le mettre à la porte... histoire d'entretenir le corps, question d'hygiène sportive. En fait, Yvonne, elle refuse que son environnement l'affecte. Alors que Starsky, vous l'avez dit tout à l'heure, lui, il est poreux vis-à-vis de l'extérieur, c'est le mot que vous avez employé. Il se laisse submerger par l'affect. Il est à terre lorsque son chien meurt. Les retrouvailles avec un amour de jeunesse le mettent à terre aussi. Et du coup, ce qui est intéressant, Nicolas Lebel, c'est que vous renversez les clichés liés au masculin-féminin. À Yvonne Chen, le côté dur, impitoyable, viril, et à Paul Starsky, la sensibilité, l'empathie, le féminin, en tout cas en vertu des stéréotypes évolués d'un Bolsonaro. Donc, votre gibier est à lui seul un morceau de littérature punk, puisqu'il renverse les codes du polar, les clichés hommes-femmes, et bien sûr, il dépaisse le happy end. Je vous redonne les références. Le gibier de Nicolas Lebel est paru aux éditions du Masque. Merci Clara Dupont-Mono. Et en effet, on a envie de se prendre dans les filets de ce roman de Nicolas Lebel. Merci pour votre chronique. Devenir sa proie. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. On est à l'antenne. Alors, Nicolas Lebel, vous êtes aussi professeur d'anglais au lycée, c'est ça ? Alors, on aborde ce dernier thème. Si les élèves traînent la patte pour aller en classe, sachez que les profs traînent la patte pour aller en conseil de classe. Ce moment où des parents relous essayent de négocier un rattrapage pour leur progéniture. Certains vont jusqu'à vouloir dédommager financièrement un prof pour le temps qu'il accepterait de passer à écouter un nouvel oral. Alors, un conseil, blindez bien votre conseil de classe en amont. Vous avez des remarques ? Comment se fait-il que Martin a C avec une moyenne de 9,12 et que Fontaine a D avec une moyenne de 9,30 ? Il a une moyenne plus forte, mais on estime qu'il a moins bien travaillé. Comment a-t-il moins bien travaillé avec une moyenne plus forte ? C'est une décision du conseil. On peut peut-être reconsidérer le cas. Alors on lui met C aussi. Tout le monde est d'accord ? Alors on met C. Mais alors si maintenant Fontaine a C avec une moyenne de 9,30, pourquoi alors Baudard a D avec une moyenne de 9,29 ? 9,29, c'est en dessous de 9,30. Ça ne vaut peut-être pas un niveau de différence ? C'est juste. Il est vrai que cela demande un réexamen général. Et ben on recommence tout. Plus vrai que nature. Cet extrait de Prof, le film de Patrick Schulman sorti en 85. Il y a un article paru dans M, le supplément du Monde, intitulé Conseil de classe, ces élèves et ses parents qui négocient jusqu'à la dernière minute. Ça arrive que les parents soient relous en conseil de classe, Nicolas? Alors, c'est pas tant en conseil de classe, parce qu'en conseil de classe, on reçoit les... C'est toute l'année, en fait. Je vais développer. Parce qu'en conseil de classe, on reçoit donc les élus des parents. Donc, ils sont deux. En général, leur rapportent ce qui leur a été dit par les autres parents. La négociation sur les notes, là, en revanche, c'est en amont. Et ça arrive effectivement, surtout aujourd'hui, où beaucoup de... Alors déjà, on a une éducation nationale qui fonctionne énormément sur les notes. C'est... encore plus vrai depuis Parcoursup, même à Felnet, on a une surexposition des notes et donc une surhystérisation autour de la note. Les parents sont hystériques, il faut un 15 parce que sinon on peut pas aller dans le lycée machin. Alors à leur décharge, il y a un système qui est un peu compliqué. Ils ont contre Parcoursup. Ils ont eu contre eux toute l'histoire du confinement, etc., qui a été hyper anxiogène. Et ils ont contre eux une éducation nationale qui n'est pas toujours aidante vis-à-vis... Mais vous avez complètement raison, c'est un système qui est odieux. C'est un système qui est odieux parce que l'éducation nationale... Alors moi, je fais moins d'heures maintenant. Ouais, vous êtes à mi-temps pour pouvoir écrire aussi. Voilà. Mais l'éducation nationale, véritablement, est devenue, je le disais, une machine à produire des notes plutôt qu'à transmettre des savoirs ou des savoir-faire. Et ça, il faut quand même... le déplorer.
Aujourd'hui, on nous demande de donner des notes. Là, on était, par exemple, sur ce dernier trimestre en confinement, en partie. Ensuite, les classes étaient fermées dès le premier cas. Autant vous dire que les classes étaient fermées. Non, mais c'est vrai. Donc, c'était en visio. Et c'est très difficile d'évaluer en visio, parce que le travail à la maison, qui le fait, comment c'est fait, etc. Donc, ça a été très difficile d'obtenir des notes. Ça n'a en aucun cas freiné la machine. Que ce soit pour les premières ou les terminales, les conseils de classe ont eu lieu avec les notes qu'il y avait, et vogue la galère. On a envoyé, et puis personne n'y a rien redit. Parcoursup, tout tourne à sa manière. Hein. C'est vraiment l'expression, parce que personne ne sait comment fonctionne l'algorithme. Tous les ans, on a à la même période, on a des gamins qui disent mais je comprends pas, je suis excellent, j'ai 20 partout et j'ai pas de vœux, on m'a refusé partout. Donc il y a quand même des bugs. Bien évidemment, les parents à un moment disent si le responsable de la note, c'est pas le jury anonyme du baccalauréat, mais Monsieur Dubois que tu as tous les jours. Je vais appeler Monsieur Dubois, et parce qu'il te faut un 15. On va négocier, il te faut un 15. On va lui demander un 15 à Monsieur Dubois. Bon, on salue en tout cas vos élèves, Nicolas Lebel, et leurs parents. On les embrasse. Clara Dupont-Mono a un questionnaire à vous soumettre de par Juppie Proust. Sur l'échelle de 1 à 10 du professionnel du page turner, 10 étant Harlan Coben et 1 étant Thierry Courtin, l'auteur de Choupi, à combien vous situez-vous, Nicolas Lebel? Oh là, page turner, Harlan Coben, vous avez dit 10. Ouais. Je vais mettre 15. C'est bien, voilà. Bonne note. Ouais. Dans un roman noir, quel type de rôle vous donneriez à Jean Castex? Jean Castex. Alors, c'est difficile, hein, parce que... en plus, là, je ne vais pas tirer sur un homme à terre, il est à l'isolement. Il est qu'à contact, ça va. Bon, ça va. Bon, je ne sais pas, peut-être le vieux gangster. Le vieux gangster, avec un code de l'honneur. Ouais, avec l'accent italien. Voilà. Dans une cave. Dans une cave. Ligoté. Enfant, vous auriez préféré avoir quel prof? Jean-Marie Bigard, qui est ancien prof de sport, Brigitte Macron, ancienne prof de français, ou Sting, qui a été instituteur? Oui, Sting, sans problème. Hein. Quand même, le choix n'est pas très difficile. Quel couple ferait un bon duo de flics dans un polar? Jean-Jacques Goldman et moi? C'est possible. Hein. Nicolas Demorand et Léa Salamé, ou Meghan et Harry? J'aimerais pas tomber dans les pattes de Léa Salamé lors de l'interrogatoire. C'est une enquêtrice. Goldman et moi? Oui, évidemment. On vous fera chanter. Vous préférez vivre une année dans la peau de Jean-Michel Blanquer ou ne plus pouvoir écrire de toute votre vie? Je vais prendre la 2, hein, j'y suis acculé. Nicolas Lebel, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous, merci pour votre accueil. Je rappelle que vous publiez Le Gibier, une meute ne lâche jamais sa proie. C'est paru aux éditions du Masque et vous avez compris qu'on a beaucoup aimé, qu'on vous le recommande. N'hésitez pas surtout. Merci beaucoup les amis, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Clara Dupont-Mono. C'est la fin de l'émission, je vous dis à demain. Alors entre les gens qui sont repartis en spectacle, on embrasse Alex, on lui souhaite une bonne première ce soir à Bruxelles et c'est reparti en terrasse. Demain, je co-présenterai avec Hippolyte Girardot. Bravo Hippolyte, t'occupe pas des crétins. C'est très beau de s'instruire à n'importe quel âge. Vas-y mon gars et bon courage. Si Adrien, policier, a un problème de plomberie, il sait qu'il peut compter sur GMF, qui inclut une assistance 24 heures sur 24 sans surcoût dans son assurance habitation. GMF, premier assureur des agents du service public. Conditions de l'offre et du contrat.